Alors, bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a des sages-femmes femmes, mais il y a aussi des sages-femmes hommes, de plus en plus maintenant. Je suis très heureuse de parler devant vous et que donc, la société Nestlé m'a donné l'occasion de parler devant vous et je les remercie. J'aime beaucoup les sages-femmes. Vous êtes une profession indispensable et vous êtes un élément clé dans la prise en charge des femmes et des nouveau-nés. Oui. Je fais des gardes en maternité, comme peuvent en témoigner certaines ici. J'en fais depuis 20 ans maintenant. Et voilà, j'ai été à Saint-Vincent-de-Paul à Paris, puis à Necker. J'ai aussi travaillé dans le privé, dans des cliniques privées. Donc je connais un petit peu le milieu de la maternité. J'aime beaucoup ça et je suis très très contente d'échanger avec vous, de vous présenter un peu les dernières connaissances sur la prévention de l'allergie. Alors, on m'a limité quand même dans l'allergie à la dermatite atopique ou l'eczéma. C'est pareil, c'est synonyme. Mais enfin, je vais peut-être extrapoler parfois en parlant d'allergie en général. Mais le thème du topo, c'était prévention de la dermatite atopique. Alors, une petite diapositive de conflit d'intérêts, comme vous voyez là. Quand on a des conflits d'intérêts avec tout le monde, finalement, c'est comme si on en avait avec personne. Alors, cette diapositive d'introduction pour vous dire que donc, dans l'allergie ou l'atopie, de quoi parle-t-on dans l'allergie et l'atopie? Donc il y a des manifestations cliniques et à ces manifestations cliniques correspondent des mécanismes immunologiques qui sont divers. Sur la diapositive dans le carré vert, vous avez le résumé de ce que je viens de vous dire au niveau immunologique, c'est-à-dire que vous avez deux sortes de réactions maintenant en allergie. Il faut bien que vous sachiez ça, parce que c'est très important, c'est nouveau, et vous allez comprendre plein de choses en comprenant ce mécanisme. Vous avez la réaction allergique qui s'appelle la réaction immédiate, c'est-à-dire celle que tout le monde connaît le plus, à savoir je suis en contact avec un allergène, je mange de l'arachide par exemple, et donc j'ai une réaction immédiate à type d'œdème de Quinn par exemple, avec gonflement au niveau du pharynx, détresse respiratoire, voire malaise, etc. Donc c'est une réaction immédiate. Donc ça c'est celle qu'on connaît le plus, qui est le plus fréquemment connue et que tout le monde connaît dans la vie de tous les jours. Pour faire le diagnostic de cette allergie, de ce type d'allergie, il y a la clinique, bien entendu, l'interrogatoire qui est important, en fonction du moment où la personne a réagi, en fonction de l'ingestion de l'allergène. Et vous avez des tests. Alors les tests, c'est quoi? C'est la prise de sang avec le dosage des IgE spécifiques, par exemple à l'arachide, par exemple aux protéines de lait de vache. Et vous avez les tests cutanés, que vous connaissez peut-être aussi, ou les prick tests, c'est pareil, c'est synonyme, qu'on fait donc sur l'avant-bras. Et donc on teste l'allergène en question et d'autres allergènes si on suspecte des allergies croisées. Donc ces deux examens permettent de faire le diagnostic d'allergie immédiate à réaction immédiate. C'est ce qu'on appelle l'allergie IgE médiée, parce que les IgE spécifiques des aliments en cause, des allergènes en cause, sont élevés. Deuxième type de réaction, c'est la réaction retardée, la réaction non IgE médiée. Et là, on ne peut pas s'entourer des tests cutanés et des IgE spécifiques pour faire le diagnostic. On a un autre moyen qui s'appelle le patch test. Et donc, on pose sur la peau de l'enfant, si on parle d'un enfant, l'aliment en cause, donc c'est souvent le lait et le blé par exemple, et donc on fait un test par rapport à un témoin qui est de l'eau, et on fait une lecture décalée 2-3 jours après, on enlève les tests. Donc c'est le seul moyen pour l'instant qu'on a de faire le diagnostic d'allergie non IgE médiée, d'allergie retardée. Les patch tests sont moins spécifiques et sensibles que les tests de la réaction immédiate dont je vous ai parlé, et tout le monde ne les fait pas. Nous, on a vraiment l'habitude de l'utiliser, on a une grande habitude, et c'est pour ça qu'on s'y fie beaucoup. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est encore dans les recommandations officielles pour faire le diagnostic d'allergie non IgE médiée. Ensuite, sur la gauche de la diapositive, vous avez en bleu donc un résumé de toutes les manifestations cliniques que peut entraîner l'allergie. Alors, vous avez la peau, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec la dermatite atopique ou l'eczéma, donc ce sont des lésions, je vous ai mis des photos après, vous allez voir à quoi ça ressemble, mais vous connaissez ça aussi. Vous avez l'urticaire aussi, qui peut être une réaction, mais qui est surtout dans la réaction immédiate. Souvent, les personnes font des urticaires immédiatement après l'ingestion d'allergènes.
Vous avez le tube digestif, vous pouvez avoir des manifestations cliniques par l'intermédiaire du tube digestif, à savoir la constipation, la diarrhée, les douleurs abdominales, les coliques du nourrisson, les régurgitations. Tout ça peut rentrer dans un contexte, peut faire partie du contexte allergique en fonction de l'âge de l'enfant, on va le voir tout à l'heure. Les symptômes généraux, ma foi, vous avez le choc anaphylactique dont je vous ai parlé, vous pouvez avoir aussi des morts subites, des accidents très graves chez les nourrissons ou les nouveau-nés en rapport avec une allergie sévère, donc le choc anaphylactique, possiblement aussi en bas, et vous avez les signes respiratoires. Donc les signes respiratoires, c'est l'asthme, la bronchiolite asthmatiforme, le wheezing, etc. Donc vous pouvez avoir des manifestations allergiques sur le plan avec des manifestations cliniques respiratoires. Donc, pour résumer, on va dire que l'allergie, il y a des manifestations cliniques diverses, et l'allergie se manifeste aussi, plus ou moins de façon immédiate, selon le type de réaction que l'enfant peut avoir. Donc, soit c'est retardé, soit c'est immédiat, et on a des tests adaptés pour ça. En haut, dans mon petit triangle jaune, je vous ai mis, bien sûr, ce dont on va parler aujourd'hui, qui est la prévention pour essayer d'éviter cet écueil de l'allergie plus tard. Je vous ai mis en bas en rouge une ligne qui est importante parce que j'ai souvent des questions à la fin de mon topo sur la prévention, sur le curatif. Le curatif, pour faire opposition au préventif, en fait, le traitement de l'allergie en général, c'est quand même d'enlever l'éviction, de faire l'éviction de l'allergène en question. Donc ça, c'est une évidence. On enlève l'allergène. Si l'enfant présente une allergie aux protéines de lait de vache, on la suspecte, on fait les tests. Si on n'a rien de probant dans les tests, on la suspecte quand même cliniquement. On fait une éviction de l'allergène, donc des protéines de lait de vache, si c'est le cas des protéines de lait de vache, et on voit si ça va mieux. D'accord ? Donc ça, c'est la prise en charge curative, active de l'allergie. Donc nous, on va parler plutôt de prévention, donc c'est un autre sujet. Alors, l'eczéma ou la dermatite atopique, donc c'est, on va le voir tout à l'heure, des enfants, puisqu'on est en période pédiatrique, donc ce sont des enfants qui ont des poussées, que ça évolue par poussées, puis après des accalmies, etc. Ça monte et ça descend. Je vous ai mis un petit schéma récapitulatif. Vous avez des signes cliniques avec, par exemple, la peau sèche ou des plaques rouges inflammatoires. Donc, vous avez ici un enfant un nourrisson, vous avez vu, qui a des lésions d'eczéma assez flagrantes. Le SCORAD, c'est ce qu'on utilise en pratique clinique pour évaluer cliniquement, c'est une échelle, un score clinique pour évaluer un petit peu l'importance des lésions d'eczéma. Vous avez la topographie qu'on prend en compte, vous avez le type de lésion et le retentissement sur la vie de tous les jours avec le prurite ou le fait que l'enfant ait du mal à dormir. Donc vous avez une autre photo de cet enfant avec des lésions d'eczéma. En fonction de l'âge de l'enfant, moins de 2 ans, plus de 2 ans, les topographies sont un peu différentes, mais peu importe, je passe là-dessus. Alors, vous savez que maintenant on parle beaucoup de maladies de civilisation. Il y a des siècles et des siècles, on avait des périodes d'épidémies infectieuses. Maintenant c'est un peu fini, on n'est plus trop là-dedans, on est surtout dans ce qu'on appelle les maladies de civilisation non infectieuses. Et donc vous avez un certain nombre de maladies qui apparaissent ou qui étaient avant peu importantes et qui maintenant augmentent en incidence et en prévalence. Donc vous avez bien sûr tous les cancers, les diabètes de type 1, de type 2, vous avez l'obésité, bien sûr, vous voyez sur la figure de droite l'augmentation très importante à la fois chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte de l'obésité. Maintenant, on est presque à 20% dans la population. Et l'allergie qui est aussi une maladie qu'on dit de civilisation actuellement, puisqu'elle augmente de plus en plus. Et au niveau incidence et prévalence, vous voyez que sur les 30, même 50 dernières années, ça augmente très très fort. Alors, qu'en est-il en particulier de l'eczéma, puisqu'on m'a demandé de parler en particulier de cette pathologie. Donc vous voyez sur cette map monde un peu la répartition, l'augmentation, là où c'est le plus important, donc l'augmentation de la dermatite atopique. Et vous voyez que les petits triangles rouges correspondent à des enfants de 6 à 7 ans qui ont plus de 2 symptômes d'eczéma par jour quand ils ont une crise. Et donc vous voyez que dans les pays riches,
riches en Europe. Vous voyez que ça augmente quand même de façon aussi considérable par rapport à d'autres endroits dans le monde en général. Alors, qui est à risque ? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque familiaux ? La réponse est oui, vous le savez. Vous avez sur ce petit schéma à gauche, donc si on n'a aucun risque allergique dans la famille, et je vais vous préciser que ce qu'on appelle famille, c'est premier degré, c'est fratrie, donc les collatéraux, et les ascendants, les parents. C'est ça le premier. On parle de premier degré. Je vous ai remis une diapositive tout à l'heure, pour bien éliminer tous les autres membres de la famille. Donc quand on parle de facteurs de risque familiaux, on s'interroge toujours sur les antécédents familiaux du premier degré. Alors, quand il n'y a pas de risque familial, donc au premier degré, la probabilité de développer une allergie actuellement, c'est de 15% dans la population générale. Ensuite, si vous avez un élément dans la famille, donc du premier degré, que ce soit collatéral ou ascendant, vous augmentez votre risque de 20 à 40%. Et si vous en avez deux ou plus, vous passez quand même à 50-80% de plus de risque. Et donc, c'est très important. Et donc, les facteurs de risque, il faut bien identifier les enfants à risque. C'est pour ça que vous êtes un élément clé dans cette procédure de reconnaissance des enfants à risque. Alors, il y a ce qu'on appelle la marche allergique, dit Allergic March, donc c'est aussi quelque chose qui est maintenant bien établi, et on sait qu'en fonction de l'âge, il y a des manifestations d'allergie différentes. C'est-à-dire que quand on est petit, quand on vient de naître, qu'on est nouveau-né ou nourrisson, on a principalement un problème avec le lait, les protéines de lait de vache, puisque c'est l'aliment qu'on donne bien sûr à la naissance. Donc, l'allergène le plus en cause, ce sont les protéines de lait de vache. Comme symptômes, vous avez des symptômes d'allergie alimentaire, donc c'est la première courbe verte qui démarre à la naissance, avec tous les signes digestifs que je vous ai cités tout à l'heure, régurgitation, colique, constipation possible chez un enfant qui présente une allergie au lait. Vous avez à cette même période les manifestations de dermatite atopique, donc d'eczéma, qui démarrent aussi, pas à la naissance bien sûr, mais ça peut démarrer quelques semaines après la naissance et quelques mois après la naissance. Donc ce sont les deux manifestations d'allergie qui sont caractéristiques des enfants tout petits. Donc l'allergie alimentaire en rapport avec qui donne des signes digestifs avec le lait de vache, et vous avez la dermatite atopique qui est aussi une manifestation au niveau de la peau, donc chez des enfants petits, qui démarrent donc après quelques semaines ou quelques mois de vie, et qui après, vous voyez, au fur et à mesure de la vie, donc s'estompe. Après, bien sûr, l'enfant peut prendre le relais avec d'autres allergies quand il grandit, et donc c'est plutôt des signes respiratoires, puis des signes ORL qui prennent le relais et qui sont plus prépondérants au niveau des signes cliniques par rapport à quand il était plus petit. Alors, les aliments en cause, s'il y a mise en cause d'un aliment dans ces histoires d'allergie, donc il y a 5 aliments qui sont les plus fréquents. Le lait de vache, bien sûr, mais dans la première partie de la vie, puisque c'est l'aliment qu'on donne en priorité. Et après, quand l'enfant grandit et diversifié, vous avez l'œuf qui vient en 2e position, puis l'arachide en 3e position. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu un indicatif des allergènes en cause. Alors, là, c'est une étude qui aussi qui complète un peu ce que je viens de dire sur la marche allergique. Et donc, vous avez de gauche à droite donc un groupe d'enfants de 1 an, puis 2 ans, 3 ans, 8 ans, 12 ans. Et vous avez donc des ronds. Le rouge, c'est l'eczéma, le bleu, c'est l'asthme, et le jaune, c'est la rhinite allergique. Et vous voyez que quand on est petit, qu'on a 1 ou 2 ans, on a un gros rond rose d'eczéma, que ce rond rose d'eczéma, il diminue au fur et à mesure de l'âge. Et puis, c'est le contraire pour la rhinite allergique. Vous voyez que le petit rond au début, jaune, quand on est petit, et plus on grandit, plus on a de manifestations cliniques prépondérantes au niveau ORL. Au niveau de l'asthme, on va dire que c'est à peu près stable dans cette étude, donc pendant les 12 premières années.
Donc ça, c'était pour vous donner un peu pour compléter la marche allergique dont je vous avais parlé tout à l'heure, et pour vous dire que parfois, malheureusement, il y a cohabitation de toutes ces manifestations cliniques et qu'il n'y en a pas qu'une à la fois, comme je vous ai montré sur le schéma tout à l'heure, mais que ça peut cohabiter ensemble. Alors, à quel niveau peut-on agir quand on veut faire de la prévention? Donc c'est là où vous avez bien sûr votre importance, parce que vous êtes au cœur du réacteur, si je puis dire, à ce niveau-là. Donc la femme enceinte, on peut déjà commencer à parler d'allergie, du futur enfant, des antécédents familiaux, etc. Quand on a une femme enceinte, donc on suit pour sa grossesse. On peut aussi, on va le voir, agir au niveau de l'alimentation, enfin pas de l'alimentation, mais de la prise de certains pro- ou prébiotiques, on va le voir pendant la grossesse. On peut agir au niveau du nouveau-né, bien sûr, quand il vient de naître, pour savoir qu'est-ce qu'on doit lui donner à manger, et c'est le sujet de notre topo d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la nutrition. On peut agir au niveau de la nutrition. Donc la nutrition, il n'y a pas de discussion à avoir. Je commence par vous dire que, de toute façon, c'est les recommandations à suivre de tous les comités de la Terre et de Navarre et de l'univers, c'est l'allaitement maternel, bien sûr. Donc l'allaitement maternel, il n'y a pas de discussion. Allaitement maternel pendant les 6 premiers mois de la vie, ce sont les recommandations officielles et qu'il faut suivre. J'ai mis un petit rond pour l'environnement et le tabac, parce que ça aussi, il faut en parler et c'est important. Les études montrent que le tabac agirait plutôt l'arrêt du tabac agirait plutôt sur la prévention en ce qui concerne l'asthme. L'eczéma, c'est un peu moins clair, mais peu importe. Il faut conseiller d'arrêter le tabac, bien sûr. C'est une évidence, pas que pour l'allergie, pour tout le reste. Enfin, quelque chose qui est très à la mode actuellement et dont vous avez entendu parler, c'est le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal qui agit aussi, qui est très important dans l'empreinte allergique ou pas que peut avoir un enfant plus tard, sur l'immunité, en tous les cas ça agit, on va le voir, et comment on peut moduler cette flore intestinale, ce microbiote intestinal, pour peut-être éviter une allergie plus tard. Donc voilà ces 3 leviers sur lesquels on peut agir, que vous pouvez agir, vous, en tant que professionnel de santé, et en direct avec justement ce problème-là. Alors, je répète, les facteurs de risque, de qui parle-t-on, à qui on s'adresse là aujourd'hui? On s'adresse aux enfants qui ont des antécédents familiaux et qui ont donc des facteurs de risque de développer une allergie. Alors, ce sont qui ces enfants? Donc, ce sont des enfants qui ont des parents et ou fratries, donc premier degré, j'insiste bien. Et de quoi parle-t-on dans les manifestations d'allergie qu'il faut prendre en considération? C'est l'asthme, l'eczéma, la rhinite allergique. L'allergie médicamenteuse ne rentre pas dedans. D'accord ? L'allergie alimentaire, je vous l'ai mis en rouge parce qu'elle rentre dedans aussi, mais il faut qu'elle soit prouvée. J'ai remis en rouge la dernière phrase, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup de... C'est la mode. On fait des régimes sans gluten, des régimes véganes, des régimes sans lactose, des régimes sans protéines de lait de vache, des régimes... Tout ça, c'est la mode. Donc, on enlève. On ne sait pas pourquoi on enlève, mais bon, c'est la mode, on le fait, on suit le mouvement. Et donc, du coup, les gens ne savent plus, quand vous les interrogez, si effectivement, ils avaient une vraie allergie, si c'était peut-être une intolérance au lactose, s'ils ont une maladie cœliaque ou s'ils ont juste une allergie au blé ou une sensibilité. Maintenant, on parle d'hypersensibilité au blé, au gluten. Bon, alors justement, c'est à vous, et aux médecins aussi, bien sûr, de faire le tri dans tout ça. Alors, je l'ai mis en rouge parce que c'est quand même un problème. C'est moins facile à repérer que quand on vous dit « oui, j'étais asthmatique, je prenais de l'inventoline », donc ça, c'est facile. L'eczéma, c'est facile aussi. La rhinite allergique, c'est facile aussi. Mais c'est vrai que les antécédents d'allergie alimentaire, c'est moins évident au quotidien, parce que tout le monde va vous dire bah oui, je supporte pas les petits pois, je supporte pas. C'est pas une allergie ça, donc il faut faire très attention. Alors, les grands-parents, les oncles et tantes ne sont absolument pas concernés par les antécédents familiaux et les facteurs de risque. Et les allergies médicamenteuses, comme je vous ai dit, ne rentrent pas là-dedans. Alors, premier levier d'intervention, c'est la nutrition. Donc, on a dit allaitement maternel, bien entendu. Si par hasard, la maman ne souhaitait pas allaiter ou ne pouvait pas allaiter pour des raisons X ou Y, on s'oriente vers des laits hydrolysés. Donc, l'hydrolyse, je vous ai mis là très schématiquement ce que c'était.
Vous voyez en haut à gauche un collier de perles. Donc moi, c'est ce que j'explique aux gens en consultation. Hein, donc je fais pareil avec vous. Donc je vais vous raconter ce que je dis. C'est-à-dire je dis que la protéine, c'est un collier de perles. Voilà. Que c'est un ensemble d'acides aminés. Que l'acide aminé s'appelle la perle. Et que quand on a une protéine intacte, on a un collier intact. Donc quand vous prenez un lait normal, vous donnez le collier à manger. Et quand vous hydrolysez, c'est-à-dire vous coupez le collier en petits morceaux, eh bien vous donnez des hydrolyses plus ou moins poussées si le collier est coupé en petits morceaux ou pas. Et si vous donnez des acides aminés, vous donnez donc la perle qui fabrique donc le collier, donc qui est la protéine globale. Donc j'explique ça et j'explique que ces laits-là, donc on les utilise à la fois en curatif dans l'allergie aux protéines de lait de vache, et qu'on les utilise aussi en préventif, on va le voir, dans la prévention donc, de l'allergie. Alors, quelques publications en ce qui concerne les laits HA. Donc, les laits HA, c'est les laits hypoallergéniques. Donc, ce sont des hydrolyses partielles. Donc, c'est le collier qui est coupé en morceaux, mais pas en tout petits morceaux, il est coupé en morceaux. Et donc, vous avez, je vous ai mis des méta-analyses, parce que si on prend analyse par analyse, on va y passer une semaine. Donc, des méta-analyses, plusieurs méta-analyses ont analysé l'efficacité de ces laits HA, donc ces laits hypoallergéniques. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis une méta-analyse de 2010 qui regroupait quand même une quinzaine d'études, donc c'est pas rien. Et donc là, vous avez sur la gauche en faveur des laits hypoallergéniques, en faveur de la prévention d'allergie, et puis à droite, vous avez en défaveur. Donc vous voyez que en faveur du lait, je veux dire standard. Donc vous voyez qu'à gauche, il y a tous les petits points, là, hein, c'est les odds ratios, ce qu'on appelle. Et donc quand les petits points sont plus à gauche, ça veut dire qu'on est plutôt en faveur d'une efficacité des laits HA, donc dans cette méta-analyse. Ensuite, vous avez une autre méta-analyse de 2010 qui reprend aussi un certain nombre d'études et qui, là, c'est pareil. Vous avez plutôt vers la gauche, donc pour les laits HA, vous avez des hydrolyses partielles de protéines du lactosérum, donc qui montraient là que sur la dermatite atopique en particulier, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'était le sujet d'aujourd'hui, il y avait une certaine efficacité de toutes ces études, plutôt en faveur du lait HA. Alors, là, je vous ai mis un papier qui vient de sortir donc, dans Allergy en 2016, donc c'est quelque chose de récent. Et donc, c'est la fameuse étude Gini, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une étude qui a été faite en Allemagne il y a une quinzaine d'années et qui maintenant donc, fait un suivi qui a fait un suivi donc, de 0 jusqu'à maintenant, les enfants ont 15 ans. Et donc, on les a suivis puisqu'ils avaient fait différents groupes en fonction donc s'ils étaient alimentés au sein, s'ils étaient alimentés au lait standard premier âge, s'ils étaient alimentés avec du HA ou avec des hydrolysats de caséine ou de lactosérum. Donc en fait, ils suivent ces enfants-là régulièrement et maintenant, donc, on a le résultat à 15 ans. Et donc, à 15 ans, donc, vous voyez que vous avez donc, les résultats sur la dermatite atopique, sur la rhinite allergique et sur l'asthme. Donc ce qui nous intéresse, c'est la dermatite atopique. En rouge, c'est les hydrolyses partielles. En bleu, ce sont les hydrolysats de caséine. Bon, et l'autre couleur, je ne sais plus, c'est les hydrolysats de lactosérum. Donc vous voyez que sur la dermatite atopique, on a une efficacité qui est à peu près semblable entre le lait HA et un des deux hydrolysats, donc qui est celui à partir avec les hydrolysats de lactosérum. Donc vous avez un lait partiellement hydrolysé qui donne à peu près le même effet qu'une hydrolyse poussée, donc sur les résultats à 15 ans de l'efficacité dans la prévention donc, de la dermatite atopique. Alors enfin, je ne vais pas vous saouler avec les méta-analyses, mais il fallait quand même que je vous en parle. Cette dernière méta-analyse qui vient de sortir dans le BMJ, donc tout récemment, de Boyle, et qui fait beaucoup parler d'elle, parce qu'ils reprennent, pareil, plein d'études, beaucoup d'études, de nombreux enfants, et vous avez sur la gauche donc l'inefficacité, ils regardent l'efficacité des différents laits hydrolysés. Donc vous avez en haut les laits partiellement hydrolysés sur la partie du haut. La partie du bas, vous avez les hydrolysats de caséine, et en bas, vous avez les hydrolysats poussés de lactosérum. Donc, le problème, c'est qu'ils n'ont pas, dans cette méta-analyse, c'est vrai, ils ont mélangé tous les types d'hydrolyse partielle. C'est-à-dire qu'il y a différentes
façon d'hydrolyser de façon partielle les laits avec protéines de lait de vache, et donc tout est un peu confondu. Donc on ne peut pas avoir dans ces études précisément telle marque de lait fait telle chose ou telle autre fait telle autre chose. Donc c'est pris dans sa globalité et les résultats sont ici. Donc vous avez une partie, vous voyez, qui se répartit entre la gauche et la droite de la barre du 1. Et donc cette méta-analyse est critiquable parce qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre les différents types d'hydrolyse au niveau des laits partiellement hydrolysés. Alors, je voulais vous dire un mot aussi, parce que ça fait un peu débat, et beaucoup de mes collègues, enfin, certains de mes collègues en parlent pas mal de ça, c'est les compléments transitoires à donner lors de l'allaitement maternel à la maternité. Quand une femme allaite et qu'elle n'a pas assez de lait, entre guillemets, parfois, on se pose la question de donner un complément. Alors, cette étude est vieille, elle date de 1999, mais bon, elle reprend quand même plus de 6000 enfants, dont 5385 qui avaient été vraiment analysés complètement. Et donc, ils avaient fait 3 groupes, donc c'est des femmes qui allaitent, d'accord, et ils ont fait 3 groupes, en donnant un groupe de lait standard, un groupe de lait de femme pasteurisé, donc qui prenait donc du lactarium, et des hydrolysats poussés. Et donc, on voit sur ces résultats que le risque de développer une allergie aux protéines de lait de vache, on ne parle pas d'eczéma, on parle d'allergie aux protéines de lait de vache dans ce papier, augmente quand même de façon significative quand on fait des compléments avec le lait standard. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la fameuse dangerous bottle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en ce moment on en parle beaucoup. Et donc on se pose la question de savoir quel genre de complément il faut faire à la maternité au regard en particulier de cette étude-là. On verra à la fin du topo les recommandations actuelles qu'il faut suivre. Alors le microbiote, je voulais quand même vous en dire un mot parce que c'est quelque chose qui est à la mode et vous en avez entendu parler bien entendu. Le microbiote, c'est un ensemble de bactéries qu'on a au niveau du tube digestif. Il y a beaucoup de cellules bactériennes, il y en a même plus que les cellules, nos cellules à nous, il y a plus de bactéries que de cellules humaines. Vous avez un génome qui est énorme au niveau donc aussi des bactéries, puisqu'elles ont aussi leur propre génome. Donc c'est quelque chose de très important au sein du corps humain. Alors ça sert à quoi le microbiote ? Ça sert au niveau métabolique, puisque ça fabrique entre autres des acides gras à chaîne courte pour nourrir les colonocytes par exemple, ça sert à fabriquer des vitamines par exemple, ça sert aussi d'effet barrière, à des pathogènes, donc ça sert aussi de mécanismes de défense contre des pathogènes, contre les salmonelles par exemple, ou rotavirus, et puis ça sert aussi, surtout, ça intervient dans la maturation immunitaire donc du système digestif. Le système digestif, il y a énormément, donc il y a un système immunitaire très développé au niveau de l'intestin, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, donc, il va y avoir probablement un effet sur l'apparition éventuellement d'une allergie à long terme. Il y a des interactions microbiote, hôtes, nutriments. Le dysfonctionnement de ce microbiote, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. C'est un déséquilibre de la flore intestinale, tout simplement. Et cette dysbiose peut entraîner des pathologies. Donc en ce moment, on décline beaucoup la dysbiose avec l'obésité, l'autisme, l'hyperactivité, donc l'allergie, j'en ai parlé, certains cancers, etc. etc. Donc vous avez encore plein de choses à découvrir sur ce microbiote qu'on ne connaît pas encore. Et ce qui est très important dans ce microbiote, entre autres pour nous pédiatres, c'est l'établissement du microbiote qui se fait dans les premières semaines de vie, les premières années de vie. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien connaître le microbiote du nouveau-né et du nourrisson pour savoir un petit peu comment prévenir les choses pour plus tard. Alors, le système immunitaire intestinal, le microbiote et la future allergie, pourquoi on fait le lien ? Parce qu'en fait, je vous ai mis quelques études, mais il y en a beaucoup, qui ont montré qu'en fait, il y a des niveaux de colonisation qui sont plus faibles pour certaines bactéries dites bonnes bactéries à effet bénéfique sur la santé, qui sont le bifide et le lactobacille, mais le bifidobacterium, donc chez les enfants allergiques, on a montré qu'ils n'avaient pas la même flore que les enfants non allergiques, qu'il y a des différences de niveau de colonisation, qu'il y avait aussi un problème de diversité qui n'était pas le même, et qu'il y avait donc des différences de colonisation au sein du groupe bifide, puisqu'il y a différentes familles dans les bactéries. Et donc tout ça, probablement, le microbiote joue dans probablement l'apparition d'une allergie plus tard. Alors,
Donc je vous disais, deux façons de moduler le microbiote, les probiotiques, donc ces rajouts de bactéries type bifidobactéries, et les prébiotiques qui sont en fait des sucres, des petits sucres, qui sont des oligosaccharides, qui sont très très nombreux dans le lait de mère et qu'on essaye de donner donc sous forme d'oligosaccharides, donc des prébiotiques qu'on rajoute dans l'alimentation pour en fait stimuler la flore intestinale et donner à manger entre guillemets aux bactéries, donc des bonnes bactéries qui vont se nourrir d'oligosaccharides, donc on va rajouter dans l'alimentation. Donc deux façons de moduler le microbiote par ces deux biais-là, le probiotique et le prébiotique. Alors, un papier qui vient de sortir en juillet 2016 dans le JPGN qui fait un point un peu sur probiotiques, prébiotiques et prévention d'allergies plus tard. Et donc, ils ont analysé, je vous ai mis 3 schémas, là c'est le premier, c'est les résultats des études qui donnaient des probiotiques pendant la grossesse et les résultats à long terme sur l'apparition d'eczéma. Et donc ça montre bien, vous voyez, tous les petits losanges sont à gauche, et quand les losanges sont à gauche, ça veut dire que c'est en faveur des probiotiques. Et donc quand on donne au 3e trimestre des probiotiques aux femmes enceintes, dans cette méta-analyse, il conclut que ça a des effets positifs. Vous avez la même chose, l'effet des probiotiques pendant l'allaitement maternel, donc la femme mange des probiotiques pendant l'allaitement maternel. L'effet sur l'eczéma, c'est pareil, vous voyez, les petits losanges sont à gauche avec un effet positif pour les probiotiques. Et puis, vous avez maintenant les probiotiques, 3e volet de ces méta-analyses, c'est les probiotiques qui sont donnés uniquement chez les enfants, les nouveau-nés, à la naissance et après. Et donc vous voyez que les études aussi ont tendance à montrer qu'il y a un effet bénéfique sur la gauche en faveur des probiotiques. Alors, les 2 dernières diapositives vous résument ce qu'il faut faire actuellement en 2016 au vu des connaissances que nous avons, mais c'est même pas au vu des connaissances que nous avons, c'est au vu des recommandations officielles qui sont actuellement publiées par les comités de nutrition de la Société française de pédiatrie, de l'ESGAN, donc la Société européenne de pédiatrie, de gastroentérologie et nutrition pédiatrique, l'Académie américaine de pédiatrie et les sociétés savantes d'allergie. Donc c'est les recommandations qui sont notées actuellement. Peut-être qu'elles changeront dans les mois ou les années qui viennent, mais moi ce que je vous dis, c'est les recommandations actuelles du jour d'aujourd'hui. Alors, on parle bien d'enfants à facteur de risque. On n'est pas du tout chez les enfants qui n'ont aucun facteur de risque, où là, c'est l'allaitement maternel et le lait à allégation premier âge s'il n'y a aucun antécédent. On est dans la prévention de l'enfant qui a des antécédents familiaux du 1er degré d'allergie. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà ce qu'il faut faire pour ces enfants-là. Un allaitement maternel de 6 mois si possible, bien entendu, ça c'est ce qu'on conseille. Pas de régime particulier pendant la grossesse, ni l'allaitement en prévention, je dis bien en prévention. Éventuellement, certaines études penchent pour dire il faut conseiller aux dames de ne pas manger de cacahuètes au 3e trimestre. Bon, c'est pas ce qu'on fait quand même de façon quotidienne, donc on va dire qu'il n'y a pas besoin de régime. La diversification doit être entamée entre 4 mois révolus, c'est-à-dire 5 mois et 6 mois d'âge réel, enfin d'âge normal. On ne parle pas du prématuré, là, on parle de l'enfant à terme. Donc, diversification vers l'âge de 5 mois, on va dire, on va résumer, avec tous les aliments, donc poissons, gluten, les œufs et tout ça. C'est fini de dire on attend 3 ans pour l'arachide, on attend je sais pas quoi. On donne tout, même le gluten. Le gluten, c'est très controversé parce qu'il y a eu, à un moment donné, on disait qu'il ne fallait pas le donner, il faut le donner tard. Après, il fallait le donner super tôt pendant l'allaitement maternel, quand l'enfant était tout petit, il fallait donner des compléments de gluten. Maintenant, on ne dit plus ça, on dit qu'il faut tout donner à tout le monde entre 4 et 6 mois. D'accord ? Si on doit donner une formule infantile parce que la mère ne veut pas allaiter, les recommandations, donc c'est marqué noir sur blanc, hydrolyse partielle, lait HA. J'ai mis entre parenthèses, hydrolyse poussée, donc c'est le collier de perles qui est coupé en plus petits morceaux, dans certains cas particuliers. C'est quoi les cas particuliers ? C'est un cas qu'on connaît bien, nous, dans le service, c'est les antécédents familiaux
d'enfants qui sont suivis pour des allergies aux protéines de lait de vache très sévères. Et nous, on en a beaucoup dans le service, et c'est des vraies allergies, vraiment. C'est des enfants qui sont sévères, qui ont été très malades. La maman est enceinte, à elle, c'est vrai que cet enfant-là, si elle ne veut pas allaiter, on va prescrire un hydrolysat poussé. Voilà, ça c'est un exemple d'un cas particulier, mais c'est vraiment particulier, c'est pas le tout venant. Dernière diapositive, parce que ça c'est aussi quelque chose qui vous touche tous les jours. Si la maman veut faire un allaitement mixte, si l'allaitement mixte est prolongé, c'est-à-dire qu'elle veut faire du mixte pendant tout son allaitement, qui a donc des antécédents familiales d'allergie, on est toujours là-dedans, on donnera des compléments avec un lait hydrolysé à chat, partiellement hydrolysé à chat, plus ou moins poussé selon les cas. C'est le même cas que je viens de vous citer tout à l'heure. Par exemple, une histoire familiale avec des antécédents d'APLV très sévères. Les compléments à la maternité de démarrage, il n'y a pas de recommandation officielle pour ce genre de situation, c'est-à-dire c'est que à la maternité et c'est en complément pendant 2-3 jours et après on arrête. Hydrolysat plus ou moins poussé, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous donnez un complément d'hydrolysat. Pas de recommandation pour l'instant sur la modulation du microbiote intestinal en prévention pendant la grossesse et ou à la naissance. Les études montrent que c'est bénéfique. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation. Peut-être que ça changera. Voilà, merci de votre attention.